Vous m'avez posé des questions sur Instagram, j'ai souhaité y répondre, j'hésitais entre Instagram et YouTube et au final je me suis dit que sur YouTube on était quand même beaucoup plus. C'est la deuxième fois que j'essaye de filmer cette FAQ et que je n'y arrive pas parce qu'en fait à chaque fois que j'ai essayé de la filmer et essayé de faire un bilan, je n'arrivais pas à prendre du recul sur tout ce qui s'était passé cette année parce qu'il s'est quand même passé une blinde de trucs. Et là je me sens enfin prête à le faire donc du coup c'est parti. Je suis trop contente. D'autant plus que là je filme avec une nouvelle caméra. Ça faisait très longtemps que je la voulais et j'ai enfin pu me l'offrir, donc je suis très contente de ça. Ah c'est trop bien, ça suit mes yeux. Et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost, merci à eux et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. C'est super. Alors, c'est parti pour les questions. Vous avez été beaucoup trop nombreux à m'en poser. Je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre à toutes, mais je vais essayer de les regrouper au maximum pour que ça fasse un truc un peu général. D'ailleurs, si je me débrouille pas trop mal, il devrait y avoir un timer en dessous de la vidéo s'il y a des questions qui vous intéressent un peu plus ou je sais pas, en tout cas prenez un petit thé. La première question, et je pense que ça a été la plus demandée, je suis trop contente en vrai que ça vous intéresse, c'est d'où vient l'idée des Tu savais pour? D'où vient l'idée du concept en général, comment je l'ai créé, comment je l'ai mis en place, etc. Parce que ça va faire quand même bientôt 2 ans et demi que j'en fais et je vous ai jamais expliqué en fait d'où ça venait. En fait à l'époque où j'ai commencé YouTube, j'ai commencé comme énormément de personnes par faire du face caméra. Donc faire du face cam comme là ce qu'on est en train de faire vous et moi. Mais la vérité c'est que je déteste monter du face cam, genre c'est hyper chiant. Il y a rien de fun à monter sa propre tête dans du face caméra. Genre littéralement c'est pas drôle du tout. D'ailleurs la moi qui monte cette vidéo doit être absolument ravie. Non, en vrai, je pense que je suis contente parce que j'ai une bonne qualité d'image et tout, et que je trouve que l'angle est super cool, que le décor est super cool, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc mes premières vidéos, pour ceux qui sont là depuis le début, bah du coup, vous savez, c'est des questions autour de la sociologie, du cinéma, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne, parce que le cinéma, ça parle des humains et ça parle des gens. Mais au bout d'un moment, j'étais vraiment hyper lassée de faire ça, de monter ma propre grosse tête là en plein écran. Donc j'ai décidé de faire plus de reportages, ou du moins d'hybride entre des vidéos où je sors beaucoup plus et où je montre beaucoup plus de choses à l'extérieur, où je fais des interviews, etc. Et la première vidéo dans cette vibe un peu comme ça, c'était celle sur Spider-Man. Et dans cette vidéo sur Spider-Man, à la toute fin, vous pouvez voir que, bah en fait, c'est le cadrage des Tu savais pour. En fait, à la toute fin, c'est un react de moi qui regardait avec mon vidéoprojecteur des reportages d'araignées parce que je voulais vaincre mon arachnophobie. Et je sais pas, en fait, juste, j'ai testé ce cadrage-là parce que je trouvais ça fun, et une fois arrivé au montage, je me suis dit, putain, c'est quand même vachement stylé, genre ça envoie, tu vois, ça j'ai vraiment envie de le monter pour le coup. Et pendant cette vidéo là, j'expérimentais mes blindés de trucs, genre je filmais absolument tout, dès que j'avais une idée avec ma caméra je la faisais, il y avait zéro réflexion en mode ouais non je pense je peux pas faire ça parce qu'en fait j'ai pas le matos, ou j'ai pas le bon objectif, ou j'ai pas un cadreur, ou j'ai pas ci ou j'ai pas ça, c'était pas du tout le mood c'était genre j'ai une idée de plan, je la fais cash. Et du coup, j'ai fait plein de trucs et j'ai expérimenté plein de trucs qui étaient nuls à chier, mais des trucs aussi qui étaient très bien, dont le cadrage des Tu savais pour. Et en fait, à l'époque où je filme toutes ces vidéos-là, ben j'habite à Lyon, j'ai une chambre de 10 mètres carrés, et littéralement, les gars, j'ai pas de canapé, genre... j'ai pas ça, là. Ça existe pas. Et donc du coup, à l'époque, quand on regardait des films chez moi, avec une pote en particulier, du coup, Oriane, si tu passes par là, coucou, et ben en fait, on se mettait en bas de mon lit, et on mettait mon vidéoprojecteur entre nous deux, et puis on regardait les films. Et une fois, on a fait un marathon Harry Potter. Et ça, je pense que, consciemment ou inconsciemment, il y a dû avoir un truc qui a nourri les Tu savais pour dans ma tête. En même temps que ça, du coup, je commence à découvrir de plus en plus les behind the scenes, les making of, et j'adore ça. Et en fait, à chaque fois que je regarde un behind the scenes, je me demande pourquoi, moi qui aime le cinéma, je n'en ai jamais entendu parler, et pourquoi il y a des anecdotes qui sont aussi chinées, alors qu'au final... en fait, c'est des trucs hyper accessibles, c'est des humains qui font des films, qui font des gaffes, des fois ça donne des trucs trop cool et c'est gardé dans un film, et des fois non, et ça nourrit autre chose. Et je me dis, mais putain, j'ai trop envie de parler d'anecdotes en fait, j'aimerais trop partager ça avec des gens. Ça tombe bien, j'ai une chaîne YouTube au top, et du coup je commence à réfléchir à quelque chose qui soit pas en face caméra, et la suite vous la connaissez, ben du coup ça a fait naître les Tu savais pour comme vous les voyez aujourd'hui. J'aimais vraiment l'idée que genre ce cadrage crée un moment, parce que à chaque fois que je vois les rushs encore à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a quelque chose et qu'il y a une vraie atmosphère en fait, une vraie ambiance, et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi, c'est que j'ai l'impression de vous parler comme si vous étiez vraiment à côté de moi,
et que juste en fait on regarde le film pour la 80 millième fois et que je vous raconte des anecdotes dessus et ça me fait trop kiffer. Donc j'ai vraiment fait ça un peu égoïstement je dirais parce que j'aurais aimé avoir un contenu comme ça moi-même et j'en avais jamais vu sur YouTube comme ça et d'ailleurs je suis la seule à faire ça sur le concept principe. Il y avait une autre question qui était revenue qui était intéressante à savoir si j'avais eu des inspirations qui venaient de l'extérieur ou quoi pour les Tu savais pour et pour le coup non vraiment genre les Tu savais pour c'est purement ce jus créatif là de plein de trucs que je réussis ou que je rate, qui nourrissent d'autres trucs et qui font qu'après je réussis un autre truc, etc. En fait c'est un peu à l'image de la chaîne et à l'image de comment je vois la création de manière générale, à savoir bien se planter sur plein de trucs pour après nourrir des trucs qui sont mieux en fait. Et mine de rien ce cadrage est extrêmement physique, alors effectivement mon cou est une préoccupation commune de la commu, n'est-ce pas? Mais je vous rassure il va très bien. En revanche, je vous garantis que faire un Tu savais pour, c'est beaucoup plus physique que vous ne le pensez, parce que en réalité, je suis sur un bras pour pouvoir tenir, et ce n'est pas toujours hyper confortable effectivement, mais je fais des pauses et je fais attention, donc ne vous inquiétez pas. Et donc pourquoi les Tu savais pour s'appellent Et tu savais pour finalement? Eh bien parce que je m'étais dit que c'était une sorte de complément après le visionnage d'un film, pour avoir plus d'infos sur le film, savoir comment il avait été fait, par qui, les gaffes, les fun facts et tout, et j'avais envie de prendre toutes les infos qui m'intéressaient, et comme je vous le disais tout à l'heure, de m'amuser à vous les retranscrire et à vous passer des trucs qui peut-être étaient pas nécessairement trop dits ou trop connus. D'où le « et » écrit ET et non et, comme quand je me tourne et que je fais et tu savais pour, car en fait l'idée n'est pas de vous dire hey salut comment ça va, oui et toi ça dit quoi feur, pas du tout, l'idée est de dire et tu savais pour le film qu'on est en train de voir, t'as capté ou que tu viens de voir il y a pas longtemps et genre qui t'intéresse parce que vas-y j'ai des fun facts et genre je pense tiens je te les donne, et donc du coup de jouer là-dessus comme un jeu de mots quelque part. Vous savez, parce que des fois, on peut faire des jeux de mots avec deux mots qui ont la même sonorité. Et vu que ça fait 2 ans et demi que genre, à chaque fois que je publie une vidéo, j'ai des « Ah, y a pas une erreur dans le nom du programme ?» Bah je sais pas connard, c'est ta chaîne? Non, je crois pas en fait. Je peux m'approcher très près de toi maintenant. Et bien maintenant, je vous dévoile au grand jour que non, il n'y a pas d'erreur. Bande de bâtards! Et en parlant d'écriture et de fluidité, eh bien, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo sur Titanic, j'ai vraiment step up. En fait, je le sens dans ma manière de faire que c'est tellement mieux et que j'ai grave progressé et je suis trop contente. Mais il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler et j'avoue que je trouvais ni le temps, ni l'espace, ni le recul de le faire, donc je pense que je peux le faire maintenant. C'est la longueur des Tu savais pour et surtout la place que les Tu savais pour ont maintenant de manière générale. Avec le temps, je pense que ceux qui sont là depuis le début l'ont remarqué, mais les Tu savais pour sont de plus en plus longs. Pourquoi ça me gêne surtout? En fait, je me rends compte qu'avec l'ampleur que ça a pris, l'exposition que j'ai maintenant, et comment les Tu savais pour sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que du coup, je cherche à remplacer le behind the scene ou le making of, alors que ce n'est absolument pas le cas. Sauf qu'avec le temps, et la pression quelque part qu'il y avait aussi sur les Tu savais pour, je me sentais un peu d'une mission de devoir en dire toujours plus sur les films, de devoir raconter le plus de choses sur les films, parce que j'ai totalement conscience qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout accès à ces informations. Et j'aime autant les faire, ok, mais juste, je veux pas de cette pression / mission qu'on me donnerait quelque part de devoir éduquer sur tout un film à moi toute seule. C'est pas du tout pour ça que j'ai commencé à faire des Tu savais pour, et c'est pas du tout pour ça que j'ai envie de les continuer. Je veux garder mon énergie du début, la fraîcheur qu'ont les Tu savais pour. Je veux pas m'enliser dans un truc qui me ressemble pas. Si vous avez envie de découvrir plus de choses sur un film, regardez les behind the scenes, regardez les making of. J'ai aucunement envie que faire des vidéos ça devienne une punition. Voilà, aussi simplement que ça, j'ai vraiment pas envie de ça. Et du coup, il y avait une autre question qui portait sur le choix des films, et ben tout simplement au feeling, de fou, parce que je ne marche que comme ça. Vous m'avez posé pas mal de questions aussi sur combien de temps en moyenne je passais sur une vidéo, et alors là, je vous avoue que ça dépend totalement du sujet, ça dépend totalement du film, parce qu'en fait, ça va dépendre des ressources aussi que je peux avoir dessus. Il y a des films où clairement, il y a rien de rien, c'est une galère sans nom, faut fouiller dans des archives, faut passer des coups de fil à des académies qui, a priori, sont bloquées dans les années 80. Et parfois, c'est hyper fluide et hyper rapide parce que j'ai toutes les infos directes, j'ai toutes les ressources directes, je peux tout acheter, entre guillemets, aussi, quand je prends des livres, des choses comme ça, directement, donc du coup, ça va beaucoup plus vite.
La réalité des choses, c'est qu'à chaque fois je creuse les sujets et qu'en fonction du sujet, des fois j'ai pas les connaissances, donc je me fais aussi relire par d'autres personnes, relire par des gens qui sont docteurs dans leur domaine. Et pour les tu savais pour, bah en fait c'est la même rigueur de travail, j'ai une méthodologie assez universitaire. Je ne prends surtout pas mes anecdotes sur des sites tels que Diffé qui vont vous surprendre sur le Titanic. J'ai réellement envie de clamser des fois quand je suis dans les recherches et que je trouve des anecdotes fausses sur des trucs qui sont lus mais genre par des centaines de milliers de personnes, ça me rend ma boule. Et justement pour avoir accès à plein de sources différentes et avoir des infos vraiment chinées, plus recroiser mes sources pour être sûr que tout est bien juste, et ben j'utilise CyberGhost. CyberGhost, c'est un VPN dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, par lequel je passe perso, pour me localiser ailleurs qu'en France et avoir des résultats de recherche qui sont beaucoup plus pertinents. Que ce soit pour des articles universitaires, des interviews, des behind the scenes, qui sont souvent bloqués si en fait je reste localisée en France. Franchement, ça m'aide de ouf à dénicher des infos auxquelles j'aurais pas accès autrement. Tout simplement parce que pour ceux qui capteraient pas ce que c'est un VPN, ça va venir masquer votre IP, protéger vos données et rediriger votre trafic internet sur un tunnel VPN sécurisé dans un autre pays que vous choisissez. D'ailleurs, je l'utilise aussi quand je travaille pas de chez moi, et c'est surtout pratique sur les wifi publics pour avoir un accès un peu plus sécurisé. Et perso, j'en ai pas l'utilité, mais vous pouvez utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents. Et il est compatible avec Windows, Mac, iOS, Linux, Android. J'ai l'impression d'être en interro oral au bac. En ce moment, ils font une promotion à moins 83% et 4 mois offerts, ce qui revient à 2,03 € par mois. Attention, le centime est très important, avec une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et bien sûr, mesdames et messieurs... Oups. Et bien sûr, mesdames et messieurs... Back to... la vidéo. Vous avez été pas mal à me demander aussi s'il y avait une étape que je préférais dans les vidéos, et clairement, je pense que c'est l'écriture et la réa. Après, j'aime aussi quand même beaucoup le montage. Juste, je crois qu'avec le temps, là, j'aime de plus en plus superviser et travailler en collaboration avec des gens, c'est ce qui m'intéresse le plus pour la suite en tout cas. Je sais pas comment dire ça, je pense que c'est par la photo aussi que j'ai découvert vachement ça, mais j'adore collaborer avec des photographes et progressivement ça a déteint aussi sur la vidéo. J'ai de plus en plus envie de travailler avec des gens et dès que je le fais, en tout cas même pour des projets qui sont pas sur ma chaîne mais qui sont pour d'autres personnes, j'aime beaucoup coordonner et superviser en sachant que j'ai une vision, une direction, et que tout le monde en gros y met du sien et de ce qu'il sait faire et que ça donne un truc cool, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je crois qu'il y a un truc aussi bizarre qui s'est enclenché en moi cette année, c'est que voir ma tête pendant des heures et des heures et des heures et des heures, je trouve ça plus du tout sain. Et ça même en ayant une sorte de détachement vis-à-vis de son image et de ce qu'on monte. Il y a juste un moment où c'est cool aussi de collaborer avec des gens parce que, bah en fait, eux c'est pas leur tête et c'est leur métier, et quand ils apportent leur vision dans notre projet à nous, c'est vachement plus enrichissant que juste de rester 100% du temps solo. Je peux plus du tout voir ma gueule en facecam tout le temps, genre c'est... Et des gens, vous me faites trop rire, vous devinez. Enfin, vous essayez de deviner et vous devinez des projets que j'ai pour dans le futur, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Vous êtes aussi beaucoup à me demander genre mon parcours sur moi, mes origines, donc bonjour, enchantée, je m'appelle Clara, c'est mon vrai prénom. J'ai grandi à Nice et je suis d'origine corse. Je suis partie à Clermont-Ferrand faire mes études, c'était extrêmement déprimant, je n'aime pas du tout cette ville, je n'aimais pas du tout les gens, j'étais prisonnière clairement pendant 3 ans. Je faisais une sorte de double diplôme un peu chelou où en même temps je faisais une licence d'International Business et en même temps des études de coréen et de civilisation coréenne. Je galérais surtout énormément parce que j'avais envie de faire de l'audiovisuel mais j'avais clairement pas les moyens de m'acheter une caméra ou de m'acheter du matos ou encore pire d'aller dans une école privée pour faire de l'audiovisuel. Donc c'est une période où j'étais dans une très très grande précarité, ouais youpi. Il y a énormément d'anecdotes dans cette période de ma vie qui maintenant sont drôles mais à l'époque l'étaient pas du tout. En même temps que je travaillais, j'économisais un peu de sous pour pouvoir m'acheter ma toute première caméra qui du coup était une Canon Legria Mini X. Pour vous la faire très courte parce que je crois que dans d'autres FAQ j'ai été déjà plus dans le détail donc je vous invite à juste les regarder. Je suis partie en Corée du Sud et c'est là où j'ai commencé à vraiment, à mon sens, être moi-même à 100%. J'ai découvert aussi le cinéma là-bas, pas nécessairement que du cinéma coréen, juste le cinéma tout court, et j'adorais échanger avec d'autres étudiants internationaux ou des Coréens qui parlaient de cinéma, c'était trop cool. Je suis rentrée en France et quand je suis rentrée, j'ai trouvé un travail qui me permettait d'avoir beaucoup de jours de congé que je pouvais poser et donc de pouvoir partir faire des kinos, des 48 heures et des films et des courts-métrages en fait, qui sont pas nécessairement dispo sur internet, enfin en tout cas pas pour la plupart. J'écrivais beaucoup, je réalisais un peu et j'ai tourné sur beaucoup de postes différents parce qu'en fait je voulais comprendre qu'est-ce que j'aimais dans l'audiovisuel et quel poste je voulais occuper plus tard. J'étais beaucoup plus scénariste que réal en général.
Les 48 heures, les 72 heures, je pourrais en faire une vidéo complète dessus parce qu'il y a autant des trucs très chouettes que des trucs vraiment éclatés au sol. C'est une période où j'ai découvert que les gens qui disaient mais non, mais voler des idées, mais à quoi ça nous sert? On en a plein d'idées. Plus les gens vous disent ça, plus ça veut dire qu'ils n'en ont pas, et plus ça veut dire qu'ils veulent vous voler votre travail sans vous créditer. Yeah! Donc ça a été une période hyper enrichissante dans le sens où je me suis fait bien couillonner. Comme j'ai rencontré des gens qui ont été hyper déterminants dans la suite de ce que j'ai fait, dans le fait d'ouvrir une chaîne YouTube, de pouvoir me lancer et tout, donc enfin... c'est des expériences très partagées, je conseille quand même à tous les gens qui veulent essayer de faire des courts-métrages ou essayer de faire de la fiction, de faire des 48 heures ou des 72 heures parce que ça reste quand même genre un super bon exercice. J'ai pas trop aimé l'aspect compétition aussi de pas mal de ces festivals parce que moi je venais juste pour raconter des histoires et m'amuser et genre je voyais qu'il y avait un délire d'ego qui m'a très vite saoulée. Et principalement ça venait beaucoup de garçons qui se sentaient menacés par ma présence. Mais sentez-vous menacé, je vous en prie? Aujourd'hui, ça me fait rire parce que j'ai pris du recul, vous voyez, mais à une époque, ça me faisait pas rire du tout. Et il y a plein de gens qui ont fait des 48 heures, des 72 heures, qui ont plein d'anecdotes comme ça en mode ouah, comment c'était pas normal ce qui s'est passé. Donc, je conseille et je conseille pas. Fait que j'arrivais à un point dans ma vie où j'étais dans une ville que je détestais, donc j'ai décidé de déménager. Et la première ville dont je suis tombée amoureuse, c'était Lyon. C'était ma ville de cœur et en une semaine, j'avais trouvé une colocation et un CDI. Donc je m'étais dit, vas-y, let's go, on y va, c'est parti, il faut qu'on change d'air, c'est hyper urgent. Et après ça, que je sois tombée amoureuse de Lyon, que j'ai enfin une stabilité financière, un peu de vie, tout ça, et ben j'ai commencé à me dire que je voulais bien reprendre ma chaîne YouTube avec une direction un peu plus claire, parce qu'à l'époque je faisais juste des vlogs de tournage en mode de mes 72 heures, de mes 48 heures et tout, ce qui était cool, mais en vrai, bon, ça allait pas très loin, c'était juste du vlog, c'était assez facile. J'avais envie de faire un truc beaucoup plus écrit, beaucoup plus poussé, et surtout, je crois que j'avais vraiment envie d'écrire pour moi, parce que j'en avais marre de travailler pour des gens qui reconnaissaient pas trop mon talent ou pas trop mon travail. Et j'ai commencé à faire les choses toute seule, aussi parce que ça m'amusait de ouf de genre retourner sur du montage, et refaire de la réa, et je trouvais ça trop cool et trop stylé. J'avais clairement pas de vie à cette époque. J'étais contente parce que j'avais un taf stable qui était pas trop chiant et qui me permettait surtout au niveau des horaires de pouvoir faire des vidéos à côté. Donc ça c'était vraiment top. Ensuite j'ai voulu reprendre des études dans le digital, ce qui était une erreur de ouf. J'ai vraiment lâché 100 000 € à des gens qui ne le méritaient pas du tout. Seigneur, mais bon, ça m'aurait appris 2-3 trucs et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle de syndrome de l'imposteur parce que littéralement j'étais dans une école remplie d'impostures. Ma chaîne ne décollait pas du tout à l'époque, ok. Quand je suis rentrée dans l'école des impostures, je crois que j'étais à 2000 abonnés, ce qui de base était quand même énorme pour moi. Puis bah je continue les vidéos, je continue à expérimenter, ce que je vous disais en tout début de vidéo, à faire des trucs que je kiffais, à me foirer, à refaire des trucs, à tester. En fait, globalement à expérimenter des choses nouvelles à partir du moment où moi l'idée m'excitait de le faire, ben je le faisais. Et dès qu'il y avait de la vidéo dans cette école d'arnaque, j'étais hyper chaud pour faire plein de trucs. Bon, j'ai pas tenu une année entière dans l'école des impostures parce que j'étais en mode je perds mon temps de vie en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je franchis la porte de cette école, je perds des PV. Je me souviendrai toute ma vie de ça parce que on était en plein milieu d'un contrôle et je me souviens que j'avais pas révisé, qu'on m'avait proposé de tricher et genre la personne qui me l'avait proposé était gentille, elle était en mode bah en fait sinon t'auras pas la moyenne et tu vas pas valider ton semestre donc ben triche comme tous les gens dans la pièce. Et je me souviens que j'ai levé ma tête, j'ai regardé tout le monde qui trichait, la personne qui nous surveillait qui en avait strictement rien à branler et je me suis dit que je n'avais rien à faire ici en fait et qu'il fallait que je parte et au bout de genre 15 minutes d'examen je me suis cassée. Et d'ailleurs le jour où j'ai quitté cet examen j'ai fait une vidéo de moi-même à moi-même qui me promet de plus jamais perdre mon temps et surtout de tout mettre en œuvre pour avoir la vie que je voulais avoir. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas tout ce que je veux, mais je suis plutôt contente. Et j'ai continué YouTube parce que ben c'est ma passion en fait. et j'ai pris un autre job à côté, un job qui n'avait aucun rapport, qui était beaucoup plus en rapport avec ma première licence du coup. Je me débrouillais pour avoir des horaires où en gros j'arrivais à pas faire un temps plein mais à être quand même assez bien payée. Et donc du coup d'avoir du temps pour faire YouTube, même si j'avais clairement pas de vie, jusqu'à avril 2020 où du coup là c'est là où ça a vraiment décollé pour moi et c'est là où la plupart d'entre vous du coup m'ont connue grâce à l'algorithme de YouTube qui m'a vachement mis en avant. Je me suis un peu cramé la santé au bout d'un moment parce que ben enchaîner 2 tafs à temps complet ça reste compliqué et la suite vous la connaissez, enfin à peu près parce que je parle pas trop mais vous connaissez quand même beaucoup de choses. Vous étiez aussi beaucoup à me demander l'origine de mon pseudo. En fait, il y a plusieurs significations.
et une qui s'est rajoutée il y a vraiment pas longtemps. Donc pourquoi Clara Runway? Eh bien Clara Runway parce que déjà je trouvais que ça sonnait hyper bien avec ma personnalité, le fait que j'adore faire plein de choses différentes, j'adore bouger, j'adore faire des projets, et je suis passionnée, je peux aller vraiment genre à l'autre bout de la terre pour faire une vidéo globalement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que je reste quand même vachement chez moi pour faire mes vidéos. Et vu qu'à l'époque je faisais les vlogs de tournage, ça avait du sens parce que je bougeais vraiment dans les 4 coins de la France et je filmais plein de trucs. Et puis après la chaîne a évolué et j'ai gardé ce pseudo là aussi parce que je trouvais qu'il sonnait toujours aussi bien, qu'il me correspondait toujours aussi bien. Et ma chaîne en fait, YouTube en général, ça a toujours été un peu ça pour moi, c'est genre... ça a toujours été un endroit... Ouah, je vais être émotive. Le fait que je m'évade dans ce que je fais, du coup, je trouvais ça bien aussi à l'époque que ça soit reflété dans mon pseudo. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai jamais dit, mais quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était une période extrêmement dure de ma vie où il y avait rien qui allait. Genre vraiment, c'était une catastrophe. Ah c'est positif, hein, je vous rassure, mais c'est juste que ça ressasse des trucs et j'ai l'impression d'être chez le psy, c'est bizarre. Donc voilà, de base Clara Runway, il y a quand même un autre sens qui va plus loin que juste le fait d'aller à droite à gauche, il y a aussi toute une signification pour moi du fait de m'évader dans ce que je fais, dans ce que je crée, dans ce que je vous propose, dans mon évolution, dans tout ce que je fais sur ma chaîne. En fait, c'est une manière pour moi de montrer réellement ce que je vois dans ma tête et je crois que ce nom reflète ça. Voilà. Avec beaucoup d'émotion, j'ai réussi à sortir l'explication d'une seule traite. Vous le noterez. Vous m'en voudrez pas, je ressemble à un panda et en plus maintenant, vous me voyez, je suis un panda mais un panda en 4K alors c'est terrible. Vous êtes beaucoup à me demander genre mes objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. Alors que c'est moi la patronne. C'est bizarre, non? Si, en vrai j'en ai un, mon objectif dans 5 ans c'est d'être toujours heureuse dans ce que je vous propose. D'avoir toujours la même énergie, toujours la même envie, toujours arriver à m'amuser, toujours... En fait, c'est garder l'essentiel et c'est le plus dur quand t'avances, je crois. Je me souviens qu'à une époque, je me foutais un peu de la gueule des gens qui disaient « Ouais, non mais le plus important, c'est de rester soi-même », un peu genre en mode phrase Pinterest, quoi. Mais en fait, c'est vrai. Perso, je le vois parce que ça fait 3 ans que j'ai la chaîne et qu'en 3 ans, bah, l'évolution, elle est juste malade. Et que progressivement, vraiment particulièrement cette année, j'ai senti ce truc où on t'amène dans un flux et où on te porte dans quelque chose qui potentiellement te ressemble pas, mais juste c'est ce qu'attendent les gens de toi. Et j'ai détesté ça. C'est tellement facile de se perdre dans le flux d'informations qu'on a toute la journée, c'est tellement facile d'oublier la notion de temps. C'est tellement facile de se confondre avec ce qu'on crée, c'est tellement facile d'oublier qu'on est une personne avant d'être un travail. Bien sûr que j'adore mes projets, bien sûr que j'adore ce que je fais, mais il y a une limite entre le sain et le malsain qui est clairement normalisée dans ce milieu et que je trouve assez hallucinante. Il y a vraiment dans le milieu internet, je trouve une culture hyper malsaine de la vitesse, de qui se couchera le plus tard, de qui aura le moins d'heures de sommeil, Il y a beaucoup de gens qui font croire, ça me rend assez folle, qu'ils prennent soin d'eux, qu'il faut prendre soin de soi, qu'ils prennent du temps pour eux et tout, alors que c'est faux. Pour moi, en tout cas, l'année 2022, c'est l'année qui a été la plus dense de ce côté-là, je vais pas vous le cacher. C'est à la fois l'année où j'ai vécu les hauts les plus hauts et les bas les plus bas. Et le pire là-dedans, c'est pas vraiment le haut et le bas, c'est la transition entre les deux, que clairement, pendant au moins beaucoup trop de temps, j'ai pas du tout su gérer. Alors... là, c'est le moment où j'essaye de tout retenir. Waouh! Extrêmement importante, autant pour... Le prix de la mise en scène revient à Spoon. En fait, c'était vraiment comme si tous les moments où j'étais maxi heureuse, c'était juste des pauses entre des trucs qui se passent pas hyper bien. Et j'arrivais jamais à prendre du recul parce que justement, j'avais cette culture de la vitesse qui était quand même ancrée dans ce que je faisais, à savoir beaucoup travailler et pas nécessairement voir des gens, m'isoler beaucoup, oublier qu'il y a un monde autour de moi aussi, parce que ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. Et justement, il y avait quelqu'un qui me posait une question par rapport à l'accélération pour moi cette année, parce que c'est vrai qu'on m'a vu beaucoup ailleurs que sur ma chaîne aussi, et pas pour me déplaire, franchement c'était trop cool, mais c'est vrai que j'ai vraiment fait beaucoup de projets cette année. Ça va être la partie de la vidéo un peu débridée. En fait, le truc c'est que dès que je travaille, je suis trop contente. Voilà, on va poser les bases déjà. Dès que je travaille sur un projet à moi, je suis trop contente en fait. Je suis hyper reconnaissante tous les jours que Dieu fait
de pouvoir faire, je montre un truc que vous voyez pas, de pouvoir faire ce que je veux sur ma chaîne YouTube et que vous soyez là, et c'est, putain, c'est trop bien et merci beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que du coup, la vitesse à laquelle se passent les choses des fois, par exemple, il y a certains mois où je faisais au moins 4 ou 5 projets différents qui étaient pas nécessairement sur ma chaîne en plus. Il n'y a pas nécessairement plus de positif que de négatif qui ressort de cette accélération-là. En fait, quand t'es dans cette accélération, le piège, c'est de jamais prendre de recul et de tout le temps être dans le fameux flux dont je parlais avant. Quelque part, ce flux, il nous arrange parce qu'en fait, ça nous permet de nous maintenir et de nous dire que ça continue et que c'est super que ça continue. Et d'un autre côté, c'est absolument pas sain. Parce qu'en fait, si tu prends pas du recul, tu profites pas et donc tu réalises pas ce que tu fais. Ne pas prendre le temps de réaliser, pour moi, c'est ne pas prendre le temps de gratifier le travail qui est fait. Et du coup, ça fait que perpétuer, si tu veux, une sorte de boucle. J'ai eu beaucoup du mal cette année, surtout dans cette accélération, avec la solitude et le fait de se sentir seule alors que sur le plan technique, j'étais entourée. En fait, je me rendais compte progressivement que beaucoup de gens qui étaient autour de moi me ressemblaient pas du tout dans la manière d'être, de fonctionner. C'était très compliqué de tout gérer en même temps, je vais pas vous le cacher. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me plaindre. Parce que, en fait, j'ai fait des trucs aussi incroyables cette année et je suis très reconnaissante et je me sens pas particulièrement hyper dans une bonne place pour me dire vas-y, tu peux te plaindre par rapport à un truc alors que tu vis des choses super. Donc il y a eu des moments qui étaient pas évidents où en fait j'arrivais pas à accepter que je pouvais être triste et que j'avais le droit d'être triste. Et du coup là je suis triste du fait que j'arrivais pas à accepter que j'étais triste, mais je suis pas vraiment triste. C'est bon pour vous. En fait c'est bizarre parce que j'ai jamais autant kiffé ce que je fais et j'ai jamais autant détesté le milieu dans lequel j'étais. C'est un dilemme moral qui est compliqué. Franchement, on dirait pas comme ça et peut-être que j'ai l'air de me plaindre et de pleurer pour rien. Et c'est ok si vous pensez ça, pensez ce que vous voulez. Mais en vrai, c'est un peu compliqué d'être là et de pas être en accord avec ce qui se passe. C'est super dur. C'est vraiment super dur. C'est un milieu aussi où il y a énormément d'ego et j'ai beaucoup de mal avec des gens qui ont trop d'ego justement sur eux-mêmes et pas sur leur travail. Donc il y a des fois des ruptures qui se sont créées en moi comme oh shit, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis bien à ma place? Parce que quand même je ressemble pas trop à ces gens-là là. C'est un milieu qui est quand même rempli de stats. On m'avait dit que oui, bon voilà les stats, oui c'est vrai. Non! Vous êtes obsédés par ça, vous êtes des comptables de YouTube, vous êtes insupportables. Arrêtez ça s'il vous plaît. Après, ça m'a permis vraiment de me focus sur moi et sur mes projets. Bon, je l'aurais fait de toute manière, je pense. J'aimerais bien arriver à faire un bilan clair et précis, mais je crois que vu que l'année, elle a pas été claire et précise, ça va pas être possible, vous voyez ce que je veux dire? Et pour répondre à la question si je suis épanouie dans ce que je fais, oui, clairement, en tout cas dans le sens dans lequel ça évolue, je suis très épanouie et j'en suis très contente. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que vous serez toujours là pour voir comment ça avance. D'un point de vue personnel, j'ai vraiment beaucoup tanké. Maintenant, ça va. Et je suis fière de moi. Donc, je crois que c'est quand même positif, tout ça. Après, il y a des erreurs, Clara, on les refait plus jamais, s'il te plaît, parce que tête de ma mère, on va pas vivre ça 2 fois, tu vois. En tout cas, je suis très contente de ma manière d'avoir évolué, d'avoir grandi, du coup, avec tout ce qui s'est passé cette année, et même ces 3 dernières années. Je suis toujours méga reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Oui. Regardez mes yeux, ils sont vitreux comme un poisson. J'ai trop de chance d'avoir le métier que j'ai trop de chance de vous avoir vous êtes une communauté incroyable, vous êtes hyper gentils avec moi. En fait, ce que j'aime le plus avec vous, c'est genre vous me poussez de ouf dans tout ce que je fais à partir du moment où j'ai envie de le faire et j'ai trop de chance en fait. Je pense que vous réalisez pas, mais il y a beaucoup de communautés, de beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, créatrices de contenu qui sont pas comme ça quoi. J'ai trop de chance d'avoir une communauté hyper cool avec moi et qui me soutient de fou dans mes projets, et pas que sur les tu savais pour, admettons, mais genre dans tous les projets. Et je sens en fait, genre c'est ça que j'aime trop chez vous, c'est que j'aime que vous vouliez que je me dépasse, que vous vouliez que j'aille jusqu'au bout des choses, et ça fait trop plaisir en fait. Donc merci pour ça. Donc merci d'être là, merci d'être vous, merci de lâcher des j'aime, des commentaires et de vous abonner. Merci pour tout ça, merci pour cette année. Parce que, mine de rien, tout ce que j'ai vécu, c'est franchement grâce à vous. Oui, je travaille beaucoup, et oui, je suis forte dans ce que je fais, et forcément, ça se voit, mais il y a aussi beaucoup de choses, c'est grâce à vous. Et merci d'avoir évolué avec moi.
et de continuer à évoluer avec moi, parce que je vous assure, ça s'arrête pas, genre, on n'arrête pas maintenant, enfin, genre, c'est pas la fin de la chaîne, enfin, vous avez compris, ok, super, top. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année, et j'espère que vous prenez soin de vous surtout, que cette année s'est pas trop mal passée, que ce soit le cas ou pas, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, je lis toujours tous les commentaires. J'ai un petit peu chaud aux yeux, je vais pas vous le cacher. Moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, salut!